Alors après cette petite introduction, nous allons donc commencer à parler de l'expérience d'une monarchie libérale et centriste entre 1814 et 1820. Et tout d'abord une petite mise au point sur les 100 jours et l'avènement de Louis XVIII. Le Premier Empire prend fin à l'entrée des Alliés, c'est-à-dire des Russes, des Prussiens et des Autrichiens, dans Paris le 31 mars 1814. Alors que Napoléon est sur le point de réussir un rétablissement militaire spectaculaire, le système implose. Les soutiens du régime, Marmont, Bernadotte et Joseph Bonaparte, font défection et le Sénat proclame sa déchéance le 2 avril 1814. Par le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814, Napoléon conserve son titre d'empereur avec la souveraineté de l'île d'Elbe et un revenu de 2 millions de francs. Par le traité de Paris du 30 mai, les Alliés reconnaissent à la France l'acquisition de certains territoires, comme la Savoie, Nice, Avignon, Montbéliard, Mulhouse et une partie de la Sarre, sans occupation ni indemnité de guerre. Talleyrand a négocié avec le tsar les conditions du retour du comte de Provence, frère de Louis XVI, en exil en Angleterre. Il prend le titre de Louis XVIII, appelé par le Sénat à devenir roi des Français le 6 avril. Il arrive à Paris le 3 mai. Il a compris l'ancrage des acquis révolutionnaires chez les Français, et dans sa déclaration de Saint-Ouen du 2 mai, il garantit à la France le maintien des libertés essentielles et d'un régime représentatif. Il octroie une charte constitutionnelle le 4 mai et instaure une monarchie libérale. Ce texte, de 79 articles, s'inspire largement des idées de la Révolution française. Elle reconnaît les principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de propriété, l'indépendance des juges et la liberté religieuse. Le roi, chef de l'exécutif, possède une partie du pouvoir législatif, mais il le partage avec deux assemblées. La Chambre des Pairs, qu'il nomme, et la Chambre des députés, élue au suffrage censitaire. Les conditions d'électorat, 30 ans et 300 francs de contribution directe, réduisent le corps électoral, ce qu'on appelle donc la France légale, à 110 000 personnes, ce qui représente à peu près 1,5% de la population masculine, et qui le réduit aussi donc à peu près 10 000 personnes éligibles. Les ministres ne sont pas responsables devant la Chambre, que le roi peut dissoudre. Ce n'est donc pas un régime parlementaire. Mais Louis XVIII enchaîne les maladresses. Le transfert des cendres supposées de Louis XVI à Saint-Denis, les menaces contre les acquéreurs des biens nationaux, la demi-solde pour les officiers de l'ex-armée impériale. Napoléon Bonaparte débarque alors au Golfe-Juan le 1er mars 1815 et s'installe aux Tuileries le 20 mars. Louis XVIII, abandonné par l'armée, s'enfuit à Gand, en Belgique. Napoléon se montre soucieux de rassurer les notables par l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, rédigé par le libéral Benjamin Constant, promulgué le 22 avril. Ce retour de l'aigle, ou 100 jours, ne dure que quelques semaines, jusqu'à la défaite de Waterloo le 18 juin. Napoléon abdique le 22 juin en faveur de son fils, Napoléon II, et se rend aux Anglais le 15 juillet, qui décide de l'exiler sur l'île de Sainte-Hélène. Le 8 juillet, la monarchie constitutionnelle est rétablie. En acceptant les acquis révolutionnaires, Louis XVIII risque de perdre le soutien des émigrés. Pour répondre aux aspirations pacifiques de la population, il lui faut renoncer à la guerre ou à une politique extérieure active, ce qui entraîne une nostalgie de l'épopée napoléonienne. Nous allons voir maintenant donc les débuts difficiles de Louis XVIII au pouvoir. Louis XVIII retrouve son trône après l'épisode des 100 jours qui a montré la fragilité de son pouvoir. Le 8 juillet 1815, Louis XVIII fait son retour dans des conditions difficiles. Talleyrand et Fouché, désignés comme le vice et le crime par Chateaubriand, figure opportuniste passée par l'Empire, dirigent un nouveau ministère. Talleyrand en tant que Premier ministre et Fouché en tant que ministre de l'Intérieur. L'armée impériale est dissoute et l'administration épurée de ses éléments bonapartistes et républicains. Mais globalement, il n'y a pas de rupture puisque la structure reste la même. Début septembre 1815, il y a plus de 1,2 million de soldats des armées coalisées dans 61 départements, comme vous le montre cette carte. C'est une occupation très dure, faite de réquisitions obligatoires, de vols, de saccages et d'exactions. Louis XVIII fait alors voter un emprunt de 100 millions destiné à payer les frais d'occupation.
Le second traité de Paris, signé le 20 novembre 1815, est beaucoup plus dur que celui de 1814, avec des pertes territoriales, que vous voyez en rouge sur cette carte, et surtout une indemnité de guerre de 700 millions. Le retour des Bourbons est donc synonyme d'humiliation, car la France est placée sous la tutelle collective des 4 vainqueurs et sous occupation jusqu'en novembre 1818. Les élections législatives sont organisées le 22 août dans un climat qu'on pourrait qualifier de guerre civile, même si ça reste assez limité. Les partisans d'un retour à la monarchie absolue profitent du chaos politique pour traquer et punir ceux qui ont permis le retour de Napoléon. C'est ce qu'on va appeler la terreur blanche. Elle est violente, particulièrement dans le Midi, où sévissent certains royalistes extrémistes qu'on appelle les Verdets, parce qu'ils portent la cocarde verte du comte d'Artois. La Chambre, élue suivant le système électoral impérial, reflète ce climat de tension. Les notables votent pour les plus réactionnaires, plus pour un retour à l'ordre que pour arrêter la Révolution. 350 des 402 députés sont des ultra-royalistes. Louis XVIII appelle donc cette chambre la chambre introuvable. Après la nomination du duc de Richelieu, un modéré à la tête du gouvernement, cette chambre prolonge la terreur blanche par une terreur légale. C'est-à-dire qu'elle prend des mesures d'exception entre octobre 1815 et juillet 1816, permettant d'arrêter 70 000 personnes pour délits politiques, d'exiler certains régicides, comme Carnot et David, et permet donc de grands procès, comme la condamnation à mort du maréchal Ney. Quelques 500 individus, ducs et pairs d'Ancien Régime, tels La Rochefoucauld, Noailles, Polignac, mais aussi d'anciens conventionnels et sénateurs, tels Boissy d'Anglas, détiennent tous les pouvoirs. Mais on va voir que cette période, c'est quand même la naissance de la vie politique et une certaine stabilisation du régime. À l'atonie politique de l'Empire, une période de bouillonnement d'idées va succéder. Et 3 grands courants politiques vont alors se former. Alors on parle plutôt de courants politiques, plutôt que de partis politiques, parce qu'ils ne sont pas vraiment structurés. Il faudra attendre à la fin du XIXe siècle pour qu'il y ait réellement des partis politiques. Alors, le premier groupe s'appelle donc les ultras. Ils refusent les acquis révolutionnaires, veulent limiter la liberté d'expression et permettre à l'Église de reprendre une place essentielle. Louis de Bonald et Joseph de Maistre en sont les principaux théoriciens. Ce courant est soutenu par ce qu'on appelle donc les chevaliers de la foi et des figures comme Chateaubriand ou Villèle. Mais aussi des journaux comme le Journal des débats ou la Quotidienne. Le système censitaire leur donne une grande importance politique alors qu'ils en ont peu dans la France réelle. Ils sont donc plus royalistes que le roi. Deuxième courant, les constitutionnels ou doctrinaires. Ce sont des royalistes modérés qui s'appuient sur la charte. C'est un groupe réduit, soutenu par la grande bourgeoisie industrielle et l'élite des professions libérales. On y trouve des hommes importants comme le duc de Richelieu, Élie Decazes, Maine de Biran, Victor Cousin, le vicomte Lenné, mais aussi Guizot. Leurs journaux sont assez actifs, comme Le Moniteur ou le Journal de Paris. Enfin, troisième groupe, troisième courant, les libéraux ou indépendants. Ils militent pour une évolution plus démocratique du système politique. Ils admirent la philosophie des Lumières, veulent réduire le poids de l'Église et développer le libéralisme économique et social. Ils deviennent peu à peu un groupe influent à la Chambre, passant de 70 en 1819 à 180 en 1827. On y trouve des hommes d'influence comme Lafayette, Benjamin Constant ou Casimir Perier.
Ils sont soutenus par des journaux comme La Minerve ou Le Constitutionnel. Ils obtiennent aussi des relais populaires grâce aux pamphlétaires Paul-Louis Courier et au chansonnier Béranger. En marge de ce courant se développe une société secrète, la Charbonnerie, copiée sur les Carbonari italiens. C'est une association chargée de renverser les Bourbons par l'insurrection. On trouve aussi des républicains ou des bonapartistes qui sont interdits d'expression officielle et qui survivent dans la clandestinité. De 1816 à 1820, ce sont les constitutionnels qui forment les gouvernements, malgré l'opposition des ultras et des libéraux. C'est donc une parenthèse centriste dans une période plutôt ultra. Louis XVIII renvoie Talleyrand et choisit le duc de Richelieu, malgré une chambre à majorité ultra. Privé de majorité, il ne peut s'opposer aux lois mettant en place la terreur légale. Le 5 septembre 1816, face à l'impasse politique, le roi dissout la Chambre introuvable et Richelieu obtient une majorité avec 150 constitutionnels sur 258 députés. La loi électorale du 5 février 1817, dite loi Lenné, fixe le cens et oblige que les élections aient lieu dans le chef-lieu du département. L'armée est réformée par la loi Gouvion-Saint-Cyr en mars 1818 en revenant au système de la conscription par tirage au sort. Il obtient une libération totale du territoire en 1818. Élie Decazes a multiplié les intrigues pour parvenir au pouvoir et faire tomber Richelieu. Élie Decazes, fils d'un notaire de Libourne, franc-maçon, est méprisé par les libéraux, les ultras, les gouvernements étrangers pour son arrivisme, son passé bonapartiste et son rôle de favori du roi. Il dirige le gouvernement de décembre 1818 à février 1820. Il libéralise la presse en mars 1819, avec la déclaration préalable et la caution de 10 000 francs. Il veut réformer le mode de scrutin pour freiner l'ascension des libéraux. L'assassinat du duc de Berry, héritier du trône, fils de Charles X, par l'ouvrier Louvel, a mis fin à cette ouverture libérale le 13 février 1820. Richelieu est rappelé au gouvernement pour peu de temps.